pense que le filon dans mon travail, ça a souvent un lien avec la mémoire, l'histoire, puis aussi comment ça s'insère dans le présent. J'avais cette impression-là qu'avec l'avenue des téléphones intelligents, tout le monde se mettait à prendre des photos. Puis j'avais l'impression que je savais pas comment je pouvais contribuer. Ça a été comme un élément déclencheur qui m'a permis peut-être de me lancer vers un questionnement existentiel. Pourquoi, en fait, je devrais contribuer puis faire d'autres images dans ce contexte-là? Je me suis dit, ah, mais il y a quand même des histoires qui sont pas racontées. Il y a quand même des trous qui existent dans les archives. Puis j'aimerais ça les représenter. C'est ça qui me passionne puis qui garde le feu quand même allumé, là. Je suis une artiste multidisciplinaire. Je touche à toutes sortes d'enjeux de la création, que ce soit par des choses qui sont plus littéraires, le cinéma, les arts visuels, c'est surtout ça auquel on m'associe. J'ai fait des études en photo au cégep à Matane. Puis après ça, j'ai essayé de faire toutes sortes de projets. Je m'intéressais plus à une approche documentaire. Je pense qu'encore aujourd'hui, je suis dans un spectre large de la création qui a quand même un lien avec cet intérêt-là pour des œuvres photos ou vidéos qui sont plus documentaires. Matt! Mathieu! Moi, il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré Mathieu, qui est mon copain aujourd'hui. Puis Mathieu Bouchard-Malo, c'est un monteur de renommée au Québec qui a travaillé sur beaucoup de projets. J'avais pas de pratique en cinéma avant de rencontrer Mathieu. C'est vraiment lui qui m'a amenée à m'intéresser à ça. Puis c'est aussi la chance d'avoir cet accompagnement-là, parce que je trouve pas que c'est comme quelque chose qu'on peut sauter dedans si facilement, hein. Ça prend un certain bagage. Puis oui, c'est ça, c'est une chance d'avoir quelqu'un pour prendre ce chemin-là aussi. OK, je vais aller faire le top d'ici, là. Faudrait que tu m'en mettes un peu. L'assemblage des images, puis le temps aussi qui se déploie. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est proche de la poésie là-dedans, où c'est pas toujours clair. C'est comme des mots, ces images-là, c'est comme des états. Et il y a une part qui est comme laissée au spectateur pour mettre toutes ces pièces-là ensemble, pour le recevoir d'une certaine façon. Peut-être plus comme ça que je travaille. Je suis pas dans une narration du début à la fin qui nous dit qu'est-ce qu'on voit. C'est dans une approche plus de la poésie que moi, je déploie mon cinéma. Dans l'observation aussi. Ça, c'est un crâne d'un bébé beluga.
enfant n'était pas complètement soudé. Hein? C'est un nouveau-né. Moi, dès la tendre enfance, à peu près dès 3 ans, là, j'ai eu quelque chose pour le beluga. J'ai pas démordu de ça. Ça a été vraiment un espèce de coup de cœur, là, vraiment important. Puis, au même moment où je me disais, je sais plus comment contribuer à la photographie, ben, une des solutions que j'ai trouvées au début, ça a été, je devrais m'intéresser à ce qui m'intéressait quand j'étais enfant, parce que déjà, quand on est enfant, souvent, on a tout compris comment ça marche, là. La vie. Oui, je me suis fait un beluga en marbre, grandeur nature. Ici, il est caché. Dans l'atelier. J'en ai fait 6. C'est comme une famille. C'est tous des belugas qui ont l'apparence des vrais belugas qui sont dans le Saint-Laurent avec des cicatrices, en fait, d'accidents qu'ils ont eu ou de morsures. C'est tous des belugas qui sont catalogués aussi par le GREM, là, qui ont un nom ou un numéro. J'en ai choisi 5 là, pour composer une famille de belugas. Mon projet Mise au monde, en fait, c'est un film de 23 minutes qui suit en fait toutes sortes de déplacements à travers le monde ici au Québec, mais aussi en Russie, de belugas. J'étais comme fascinée par l'image d'être en fait un camionneur qui conduit un beluga dans une masse d'eau en arrière du camion. Ça me hantait. Je trouvais qu'il y avait comme l'image d'une genre de grossesse, une genre de maternité. Avec ça, je suis partie en Russie à la recherche de est-ce que je vais être capable d'avoir accès à cette image-là. Moi, je voulais juste nous faire vivre aujourd'hui comme un peu un déplacement. Puis on a la narration du camionneur qui nous explique comment il fait ça, comment il se sent. Et c'est ça qui nous est livré par la parole. Il y a un beluga juvénile pris dans la rivière Nipisiguit. Ça fait quelques semaines que la crue des eaux du printemps et que les autres marées sont passées. Il est coincé dans une impasse. Il suivait probablement une run des plans avec sa mère quand l'eau aurait descendu. Il reste toujours au même endroit. Il ne mange pas. On dirait qu'il nage à contre-courant dans un petit rapide, mais il est presque immobile en même temps. Il est tellement immobile que les algues qui se fixent sur les roches de la rivière autour de lui ont commencé à apparaître sur sa peau. Je l'ai appelé Guntewabsgeg. J'avais pensé l'appeler Rocky, mais ça sonnait plus beau Rocky en Mi'kmaq. Guntewabsgeg. Il y a un contre-courant qui se forme dans le fond et qu'il tire vers une petite cavité qui le retient. C'est comme quand une mère beluga avance et qu'elle entraîne dans son sillage une pression qui tire son petit sous sa queue. C'est cette sensation-là qui transporte ce petit jeune proche de sa mère. Il y a plein de monde qui vient en pèlerinage le voir, qui marche dans la rivière pour s'en rapprocher. Tout le monde garde une distance quand même parce qu'il est dans un rapide et il les ignore.
Un avion le ramènera au fleuve Saint-Laurent, dans la pouponnière de Beluga, proche de Kakuna. C'est nouveau comme terme. On entend parler de pouponnière de Beluga comme si on essayait de faire plus attention avec nos mots. Moi, j'ai commencé à venir à Escuminac quand j'avais comme 10-11 ans. J'avais une petite amie qui habitait ici, puis j'ai toujours aimé ça. C'est extrêmement rural. C'est ça qui m'attirait, là, ces connexions avec vraiment le territoire. Mais moi, je suis comme guidée par un principe là, dans le travail, c'est que j'ai cette forte croyance que la nature, elle nous observe. Que si on l'observe, on apprend d'elle, mais j'ai l'impression que tous les gestes qu'on fait, bien, sont quand même assez observés. Donc, ici, moi, quand j'ai commencé à débroussailler le verger l'hiver passé pour le faire renaître, il y avait tout le temps des coyotes, en fait. À chaque jour, il y avait des pistes de coyotes. Puis, quand je montais ici, le lendemain, je m'apercevais que le coyote était venu faire sa run exactement où moi j'étais passée. Puis au début, j'avais un peu peur parce que ça fait quand même comme 130 ans au Québec qu'on fait la guerre aux loups et aux coyotes puis qu'on a peur d'eux. Puis à un moment donné, à force de venir puis de confronter cette peur-là, je suis devenue super à l'aise. J'ai comme ma raison d'être ici autant qu'eux autres. Puis j'ai pas besoin de leur faire la guerre puis de les faire disparaître. Puis ils m'aident parce que le verger, il serait complètement mangé par les chevreuils si les chevreuils étaient tout le temps rendus ici. Qu'à quelque part, ils sont vraiment des alliés pour maintenir un taux de nouvelles branches, de nouveaux bourgeons là, en santé dans le verger. Moi, je suis vraiment intéressée par le point de jonction entre les humains puis les autres, là, les êtres végétaux puis les êtres animaux. Puis c'est pas seulement sur les belugas. Mon travail sur les belugas, c'est sur notre relation politique, anthropologique aux belugas, par exemple. Faire une taille, c'est un peu comme faire du montage, dans le sens que souvent, quand tu coupes une branche, il y a des bourgeons dessus. Il y a des bourgeons qui vont faire du bois, il y a des bourgeons qui vont faire des fleurs, qui vont faire des fruits, puis des bourgeons qui vont faire des feuilles aussi. Puis, selon où tu décides de couper, bien, tu structures l'arbre pour les prochaines années, souvent pour 3 ans. C'est comme toute l'histoire de la vie de l'arbre qui va se déployer selon comment tu coupes. C'est un peu comme ça le récit dans un film. Ça se raconte selon comment on prépare ces temps-là pour les prochaines étapes. Oui, je me sens à ma place.
Ben, moi, j'observe beaucoup. Puis là, j'ai un riche terrain d'observation ici. Puis tout ça, ça s'intègre dans mon point de vue, dans tous les types de projets que je peux faire, en fait. C'est comme nourri de cette richesse d'observation-là qui m'est permise parce que je suis comme groundée puis connectée à tout ce qui peut se passer autour de moi. Mm. J'ai comme pas une vie qui va super rapidement en ce moment. Des fois, ça va trop vite, là, mais j'essaie de pas trop en faire. Mais j'essaie d'être comme un peu en décroissance, là. Mais j'essaie de... Ouais, de pas regarder cette possibilité d'observation-là qu'on n'a pas nécessairement si on s'embarque dans trop d'affaires. On n'est pas dans la disponibilité, nécessairement, face à la nature. C'est comme juste un lieu où on va se ressourcer, où on se calme un peu, puis après ça, on repart, puis on recommence, là. Mais là, c'est pas comme un endroit de repos, là. C'est vraiment un endroit de nourriture, puis de quête de sens aussi. Mm. Puis moi, je travaille beaucoup avec les épistémologies autochtones aussi, là. Puis cette idée-là de nature qui est très parlante, de vision comme un peu animiste, ben c'est vraiment nourri par un site comme ça, là. Mon feu va s'éteindre. J'ai trouvé avec mes voisins dans la forêt ici derrière une espèce d'engin qu'on a appelé un tank, là, mais qui vient vraiment de la Seconde Guerre mondiale. C'est un Bren Gun Carrier. Puis je voulais pas être comme la seule et unique responsable de décider du sort de cet objet-là. J'ai convoqué la communauté à un festival qui s'appelait le Festival du Tank d'Escuminac, première et dernière édition, qui consistait à déterrer cet objet-là, qui était tourné tête à l'envers, puis de le ramener sur ses deux pieds et de le sortir du bois, puis de décider ensemble qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, au bout de quelques jours, on a décidé qu'on allait convertir le tank en ruche, en fait, puis qu'on allait faire du miel de tank. L'idée derrière ce projet-là, c'était de faire comme un ramaillage, puis de partager les savoirs aussi par rapport au territoire. Les abeilles, ils sont aussi des espèces très indicatrices des changements que subissent la biodiversité. Ils sont au cœur aussi de toute cette problématique-là au niveau de l'agriculture. Donc, c'est comme une façon très poétique d'aborder en subtilité cet enjeu-là. Imagine qu'il y aurait comme un hôtel de la maison. Comment il l'avait baptisé, les gens qui l'utilisaient? Le Bren Gun. Le Brandon. Ah, le même, Le Brandon, c'est beau. Non, les voisinages. Oui, téléphoné pour me dire. C'est pas un tank, c'est un Bren Gun. C'est un Brandon. On appelait ça un Bren Gun. Donc, il faudrait comme déjà parler du Brandon. Du Bren Gun. On évolue. What is a Brandon? Le random. Qu'est-ce que ça veut dire? On le met dehors, on le met sur la route là, ou comme on mettrait autre chose, un panneau ou je sais pas quoi, mais si on vient à Orion, toi, as-tu une idée ou vague ou fantasque même? En Israël, tout le long du chemin de Tel Aviv à Jérusalem, tu as tous les tanks de la guerre. Le long de la route. Et puis chaque année, ils mettent des fleurs comme mémoire de la guerre de 48. Et moi, j'aime pas trop l'idée. J'ai pas envie de tomber dans la C'est pas très beau comme truc à voir dans le... Toi, tu as toujours vu ça depuis petit? Ouais. Alors ça, c'est comme une autre histoire avec les tanks le long de la route. Donc ce serait comme un contre-exemple. Oui. Alors, étant donné que cet objet-là a eu plusieurs vies, alors, comme c'est des artistes, ça tombe entre les mains des artistes, il faudrait que les artistes, donc,
il donne une autre vie, mais pas une vie de musée. C'est ça. Tu sais, une vie de... bon, hein? Le tank, si c'est du bon métal, bon, on va le découper, on va faire une autre vie. Si c'est... Je sais pas, on peut faire un beau tangon pour les bateaux qui vont venir s'accrocher sur le tangon du tank. Je sais pas, un objet, même s'il disparaît, il y a une autre vie. Pour moi, c'est avant tout un symbole. Il ne faut pas perdre le sens du symbole qu'il représente. OK? On est trop dans des coquilles vides, là, souvent, là. C'est là que les artistes peuvent jouer dans la symbolique, puis le rendre vivant, puis y donner un sens. Juste que, tu parlais des festivaliers et tout ça. Moi, je pense qu'il faut pas trop le déformer. Il faut qu'on le garde, le symbole, un peu intact, justement, parce que les gens qui sont venus comme au premier niveau, là, que pour eux autres, c'est comme un gros 4 roues, là. Ouais. Tu entends? C'est quelque chose qui... C'est impressionnant, c'est un teint, là. Puis c'est du monde de notre communauté, puis ils ont toutes sortes d'intérêts. Mais peut-être qu'ils connaissent pas toute l'histoire de ça, mais ça fait que c'est un premier contact. Exact. Puis là, une fois qu'ils ont leur premier contact là, avec ça, ben, qu'on reste un peu dans la continuité de la démarche à date, les plusieurs sens qui peuvent être donnés. Ça en est un sens, le sens militant, là, le sens, OK, la guerre, pourquoi qu'on fait ça, puis nanana. Mais t'as le sens aussi de l'histoire des cultivateurs, puis il faut quand même le garder proche d'ici, parce que sinon on va s'éloigner des gens qui ont pu dire « Mais moi, j'ai déjà vu ça conduire, cette affaire-là. » Sinon, il va être il va être trop hors contexte. Peut-être pas ici. Mais moi, j'aime ça que tu avec Escuminac. Les Escuminac, ils n'en ont pas d'affaires de même. Ils n'en ont pas de je sais pas. Là. De jeter le tank dans la mer au large, là. Vous savez, il y a M. Deroy, un artiste émérite québécois, qui, lui, avait fait des petites sculptures, puis il jetait dans le fleuve Saint-Laurent. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait que ça soit un objet de guerre, dans le fond? Ça fait que comme une forme de... mon corps se refuse à vouloir quelque chose. C'est comme... Je veux pas péter, je veux pas... Je sais pas, mais cet objet, là, comme toi, tu m'as demandé de me dessiner un tank, non? Ben moi, depuis qu'ils ont parlé de ça, moi, tout de suite, moi, je voyais une sculpture plantée debout, là, pour... Ouais, comme ça. Pour avoir quelque chose, une photo en dedans, ou je sais pas quoi, avec des lumières. Puis ils appelaient ça le char anti-guerre. Anti-guerre. Puis là, ils ont parlé de sillage et rajouté des scies pour montrer que ça a été utilisé pour le sillage de bois. Puis prendre les pièces, puis tout ça, puis ça, on pourrait faire fondre ça. Ce serait comme un mélange de on garde le tank tel quel, puis on fait quelque chose d'autre avec une partie. Puis on pourrait faire une chèvre fondue, puis ça cracherait du feu sans arrêt. Pour faire les barbecues. Je suis très attentive. Oui, Moi, ce matin, à 5 heures ce matin, j'ai pris mon cahier et je vous ai composé une chanson dans laquelle on retrouve un peu tout l'événement. Puis donc, mon dernier couplet, c'était donc la finale, c'était donc « Qu'est-ce qu'on va en faire ?» Ben, moi, j'ai écrit, mais là, on ne veut pas le dire tout de suite. Oui. Alors, je verrai à remodifier mon dernier couplet ou à le laisser intègre. Ça, c'est de la création en direct, hein? Alors, c'est direct. Alors, la composition... Non, on va chanter. On va chanter? On va tous chanter. Ah oui? Oui. De la chanson. Attends. On a la chanson de Marielle. Ah, OK. Je vous donne. Je vais vous faire la mélodie quelques fois là, pour vous la remettre en mémoire. C'est sur l'air de « À vous dirais-je de maman » que je crois que tout le monde connaît. Alors, Maryse a le texte. On va refaire juste la mélodie, là. Non, elle va faire juste la mélodie. Le ton est correct, je peux pas aller plus bas, hein, la dernière note. Alors, j'ai trouvé un chanson qui dormait sur mon vélo. Quand j'ai voulu l'en extraire, j'ai organisé une fête auquel on a invité tous
il fallait dégager. Tous se sont mis à pelleter. On avance le tracteur pour éliminer le labeur. Maintenant le thème est en l'air, faut éclaircir le mystère. Chacun donne son idée qu'il faudra départager. On en fera une belle sculpture qu'on laissera dans la nature. Ce qu'on peut faire à 5 heures du matin. Merci beaucoup. Chanson officielle du festival. Non, chanson officielle. Je vais faire une copie sur une pièce de bois que je vais lui remettre pour la postérité. On va organiser un festival pour la remise de la plaque. Le dernier festival de l'auto. Bon, ben, tu peux leur montrer à tout le monde, tout proche. Alors, vous pouvez consulter le texte. Ça vous a plu? C'était correct? Ça résume un petit peu tout ce qui s'est passé. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, avec l'idée de créer en région, c'est que moi, j'avais un grand rêve. Là. Je viens d'un village où il n'y a pas beaucoup d'artistes, à peu près pas. Là. Puis c'était que j'aurais voulu pouvoir parler avec mes voisins de ce que je fais, en fait. Le Festival du Tank d'Esclunac, première et dernière édition, c'est un film qui est tourné ici, carrément, chez nous, dans la cour, là, avec les voisins et tout. C'est comme mon microcosme, mais j'essaie de l'amener à une portée plus universelle. Puis je crois que c'est ça aussi, là, faire du cinéma ici, c'est d'être capable de raconter une histoire qui est vraiment personnelle, qui vient de notre vécu, qui vient de notre communauté, puis de l'amener à une portée qui dépasse finalement cette frontière-là tellement locale. Parce qu'on a la connaissance du milieu, de l'écosystème, donc on peut vraiment le représenter à une portée qui n'est pas juste de surface.